Merci à la régie, merci également à ce public. Maître, en revenant un peu sur votre parcours, je vais m'arrêter sur votre parcours scolaire. Parce que vous êtes toujours en relation avec votre maîtresse de CI, Madame Diokhane. Et c'est vrai que c'est un fait assez rare de pouvoir poursuivre une relation pareille sur toute une vie, je dirais. Pourquoi Madame Diokhane vous a marqué? Elle en a parlé dans l'élément que nous venons de suivre. Mais vous, pourquoi elle vous a marqué à ce point? Elle m'a tellement apporté. Elle m'a tellement apporté. Madame Diokhane, c'est... je ne sais pas comment parler d'elle. Est-ce que vous imaginez, à l'époque, l'école publique, c'était autre chose. Tout à fait. J'étais à l'école Kléber. Madame Diokhane m'avait en 12e, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément Ndaré. Je lui dois tout. Et là, je me tourne vers Mohamedou Bao. On parle souvent de l'enseignement d'avant et de l'enseignement de maintenant, en se disant que c'est complètement différent et ça se répercute dans le comportement des jeunes au niveau de la société. Et je pense que Maman Adamagé en est un exemple si on entend ce que disait tout à l'heure Madame Diokhane et lui également ce qu'il a confirmé tout de suite. Il est vrai que la question qui se pose ici, c'est toute cette problématique de l'éducation en général, au-delà même de l'école. Parce qu'avant l'exemple de l'institutrice, c'est d'abord l'exemple même de l'ambiance familiale que Maman Adamagé a donné. Le fait que son père, je crois que c'est un exemple typique qu'il a donné, peut-être qu'il y a tant d'autres exemples qu'il n'a pas évoqués ici. C'est-à-dire que l'environnement de l'éducation qui a fait que ces personnes-là, ces enfants qui sont éduqués dans une certaine atmosphère, non seulement à la maison, mais à l'école, il y avait cette harmonie, cette vision de l'éducation partagée, bien pensée, qui était là, qui a fait que toutes ces personnes-là qui ont eu la chance d'être éduquées dans cette ambiance, finalement, sont devenues des personnes assez responsables, qui ont une certaine vision de la société et qui ont été formatées. Et le malheur aujourd'hui, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que les jeunes, ces enfants qui n'ont pas la chance d'être dans cette moule, qui peuvent avoir peut-être des bagages intellectuels beaucoup plus que les jeunes d'antan, qui peuvent manipuler l'ordinateur, qui peuvent rentrer sur Internet, mais qui n'ont pas peut-être la chance d'être dans cette moule d'éducation citoyenne, une bonne base, avec une philosophie de vie. Je crois que c'est ça que les gens avaient en son temps. Des parents qui avaient une philosophie de vie, l'école qui avait une philosophie, une option, une politique bien orientée. Et c'est ça le malheur. Moi, je vois à travers l'histoire de sa famille, de son encadrement, l'histoire politique du pays. Parce que tout à l'heure, quand il a évoqué l'exemple de son père et de feu Abbas Gueye, ça aussi c'est la naissance de la société civile. Quand il parlait de la société civile, il a évoqué l'aspect des Dara, des Daïra. Mais l'un des premiers pionniers des Daïra au Sénégal, c'était les Abbas Gueye, avec une dimension de pensée intellectuelle qui n'épousait pas certains aspects folkloriques que l'on connaît aujourd'hui au Sénégal. Donc je crois que c'est tout un débat qui peut se poser à travers la vie d'une personne comme Mme Adamagé. Et justement, il y a le sport. Il y a le sport. Ah oui. Juste un petit retour sur ce qu'il vient de dire. J'ai oublié de le dire parce que mon père, je viens de me rendre compte, peut-être, était un acteur de la société civile parce qu'il était syndicaliste. Il est, oui, effectivement, dans le transport. Mon père était le président du syndicat des transporteurs. Je le vois encore porter des revendications par rapport au pouvoir, mais avec un engagement incroyable. Ça m'a peut-être marqué de manière inconsciente. Ouais. Il n'a jamais, par contre, lui n'a jamais fait de politique. Il a accompagné son frère résolument dans la politique, sans jamais tremper dans la politique. Il était dans le syndicat, en tant que secrétaire général président du syndicat des transporteurs, et aussi dans un autre cadre de société civile, parce que c'était aussi le président de l'association des pèlerins musulmans. Donc peut-être qu'inconsciemment, j'ai été marqué par son action citoyenne et publique. Je parlais tout à l'heure du sport, puisque vous êtes un grand sportif. D'après ce que les personnes que j'ai eu à rencontrer m'ont dit, vous avez été footballeur au niveau du Sandial, vous avez été basketteur. Tout à fait.
handballeur également. Tout à fait. Et même en France, le sport vous a aidé quelque part dans vos études. Et comment? Ouais. Heureusement que je faisais du sport parce que moi, quand je suis allé en France, je n'étais pas boursier. Donc, quand je suis allé vers Rennes, c'était toute une histoire d'ailleurs parce que j'étais allé, quand je quittais ici, je faisais du basket au Dial Diop. Quand je suis allé en France, j'ai dit je vais aller jouer au basket. Bon, on m'a dit il y a un club qui s'entraîne par là, qui s'appelle ASPTT Rennes. J'ai pris un taxi. Je dis je vais aller à l'entraînement de l'ASPTT Rennes pour leur dire que je voulais m'engager. Dans le taxi, jusqu'à le chauffeur de taxi qui me dit vous allez à l'entraînement du basket. J'ai dit oui, mais il m'a dit mais il y a aussi un club d'handball qui joue ici, que je connais bien. Moi-même, je suis du Cercle Paul. J'ai dit, tiens, pourquoi pas? Quand je suis allé au basket, ça ne marchait pas très fort. Il m'avait donné l'adresse du club d'handball, je suis allé. Ah, c'était ma chance parce que le capitaine de l'équipe de handball était le directeur du service des sports de la ville. Donc, il a pu me caser comme pas moniteur, parce que il y a ce qu'on appelle là-bas les centres aérés. Parce qu'à l'école, là-bas, tous les mercredis, il y a des jeunes, comprenez, qui encadraient les gosses. Parce que les parents les amenaient à l'école et on les encadrait. On leur faisait faire un peu de sport, un peu de travaux manuels, un peu, etc. Et c'est ça qui m'avait permis de gagner. À l'époque, j'ai gagné 70 francs par semaine. Ce qui m'a fait 240 francs par semaine. 240 francs par mois. 240 francs par mois, ça faisait 14 000. Francs français. Oui, non, francs CFA, mais l'équivalent de francs CFA. Non, 24 000. Parce qu'à l'époque, oui. Non, le franc français était de 50 francs CFA. Francs, voilà. Avant la dévaluation. Hein. C'est bon à préciser. Donc j'ai gagné ça et je payais ma chambre. Bon, la chambre de Cité Universitaire n'était pas trop chère. Bon, mais le reste n'était pas suffisant pour payer tous les tickets. Donc j'ai payé la moitié des tickets de restaurant. Et le soir, on prenait un petit déjeuner. Hein. Bon, mais ça s'est amélioré au fur et à mesure parce que bon, j'étais assez bon en handball. Et c'était comme si mes performances de handball m'avaient fait progresser parce que chez bon handball, on m'a donné plus de jours parce que après on m'a mis dans une cantine scolaire. Donc je faisais le mercredi au centre aéré et tous les jours j'allais en cantine scolaire. Ça m'avait réglé mon problème de gap pour la restauration parce que je pouvais manger le midi à la cantine et le soir je pouvais aller au restaurant universitaire. Tout à fait. Voilà ce que le sport m'a permis de... C'était pas professionnel mais bon, ça m'a permis de faire mes études parce que c'est avec ça que j'ai pu faire mes études. En fait, c'est surtout ça l'avantage de l'UASU que l'UASU donnait au niveau... Ah mais à l'UASU c'était autre chose. Hein. L'UASU ici c'était autre chose. Je vous assure. Les mercredis, est-ce que c'était pas les jeudis à l'époque? C'était les jeudis à un moment donné. Au lycée Vanvo, les matchs le lycée Vanvo, le lycée Blaise Diagne, le lycée de la Fosse, Saint-Michel. Mais c'était autre chose. Et l'UASU à l'époque, c'était que l'école publique, c'était autre chose. Les meilleurs élèves étaient à l'école publique. Effectivement. Quand on vous amenait à l'école privée, on vous pointe du doigt des qui donne quoi faire. Ça veut dire qu'il était nul. C'est tellement nul qu'on l'a amené à l'école privée. Effectivement. Donc, maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, on a honte de dire que son fils est à l'école publique. Ça nous interpelle, nous tous. Absolument, hein? absolument. Mais dans l'école publique, vous aviez les meilleurs élèves qui étaient les meilleurs sportifs. Les meilleurs sportifs. Les meilleurs élèves, les meilleurs sportifs. Donc, c'était quelque chose d'incroyable. L'UASU a joué un rôle incroyable. Et les gens étaient super bien formés, c'était de très bons élèves et de très grands sportifs. Ouais. En fait, c'était une manière d'interpeller nos autorités par rapport, disons, au système enseignant qui, il faut le dire, il y a beaucoup de choses à redire. Mais nous allons revenir sur Maître Bamba Gueye avec notamment cet engagement au niveau de la société civile. Vous êtes porté candidat en 2007 à l'élection présidentielle. Oui. Pourquoi? Vous avez senti que c'était le moment de sauter le pas? Je l'ai senti et manifestement je me suis trompé. Parce que je n'ai même pas eu 1%. 0,48, je me rappelle. Voilà, tout à fait. On l'a vu dans l'élément tout à l'heure. Donc, bon... C'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que je m'étais dit que les politiques, quelque part, l'offre politique n'arrivait pas à satisfaire toutes les attentes. Il y avait une attente insatisfaite. C'est pour ça que j'ai dit je vais placer ma candidature. Manifestement, je me suis trompé. Je l'ai fait peut-être trop tôt. Hein, ça fait déjà 10 ans. Hein. Non, ça n'a pas encore 10 ans. C'était 2007, ça ne fait pas encore 10 ans.
Ça fait 7 ans. 7 ans. 2007-2013, ça fait 7 ans. Mais quand même, c'était une superbe expérience. J'ai pas été le plus ridicule des candidats en termes de campagne. Hein. Vous avez devancé votre maître de stage. Oui, mais bon, c'était pas ma satisfaction. Moi, ma satisfaction, c'était d'avoir pu tenir une campagne digne de ce nom en termes de contenu. De bout en bout. De bout en bout. Au point que j'avais même constaté que quand on déroulait notre campagne, au bout d'une semaine, on s'est rendu compte que certains grands candidats, entre guillemets, nous marchaient sur nos pas. Quand on développait un thème, 2 jours après, on voyait quelqu'un d'autre développer après le même thème, la même démarche. Et j'ai été très content quand j'ai rencontré un de vos confrères, Mamles Camara, qui est quand même une référence, Tout à fait. qui m'a dit « Ah, tu n'as peut-être pas eu un bon résultat, mais avec ta campagne, tu as durablement influencé la manière de faire une campagne. » Parce que quand je m'étais mis dans la campagne, les campagnes, ce qui les caractérisait, c'était le folklore, les tam-tams, il n'y avait aucun contenu. Mais nous, quand on est arrivé, au début, on a dit, mais à quoi ils jouent ces gens-là? Parce qu'on avait une thématique très bien agencée, du premier jour au dernier jour de la campagne. Là où de grands candidats, au bout de 2 minutes, faisaient danser les gens, coup de tam-tam, etc. Nous, les 5 minutes nous suffisaient à peine. On les remplissait parfaitement et on l'a fait du premier au dernier jour.